Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Affaire des milliards de francs de CFA de la Guinée à destination de Dubaï saisie par la douane sénégalaise. Le gouverneur de la Banque centrale guinéenne, Lounsenou Labé, nous apporte ses précisions dans cette édition. En Centrafrique, au moins 17 personnes, tous des ex-combattants Séléka, ont perdu la vie lors d'affrontements qui ont éclaté à Bambari entre deux groupes armés. Ces heurts pourraient, selon certains spécialistes, avoir un impact négatif sur les négociations entre le gouvernement et les milices. L'atmosphère sociale, politique et sécuritaire se dégrade chaque jour un peu plus en Libye. Les autorités ne parviennent plus à contrôler les dizaines de milices formées par d'anciens rebelles qui font la loi dans le pays. C'est une affaire qui continue de faire beaucoup de bruit dans la presse guinéenne, mais également sénégalaise. Une forte somme en liquide a été découverte le 8 août dernier par la douane de Dakar à bord d'un avion en provenance de Conakry. Les billets devaient être embarqués dans un appareil de la compagnie Emirates à destination de Dubaï. Estimant ce transfert illégal, les douaniers ont bloqué le chargement. Les ministres concernés, tant sénégalais que guinéens, sont intervenus et l'argent a poursuivi son chemin. Pour le gouverneur de la Banque centrale, Lounsenou Labé, ce mouvement financier rentre dans le cadre du fonctionnement normal de son institution. D'abord, c'est vrai qu'il ne s'agissait pas de 4 milliards. 4 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent de 8 millions de dollars. Le montant dont il s'agit, c'était 20 millions de dollars. Bon, c'est vrai, c'est pour la Banque centrale, pas pour une autre personne, ni physique, ni morale. C'est une opération de la Banque centrale. Le chef de l'État, ni aucune personnalité politique administrative, aucune autre personnalité n'a absolument rien à voir avec ce dossier. Il s'agit tout simplement des fonds que les banques commerciales versent à la Banque centrale, la charge pour elles de les transférer auprès de ses correspondants étrangers. C'est une opération très courante, une opération, dans notre point de vue, banale, une opération que fait la Banque centrale, ce que font les autres banques centrales, que font des banques commerciales aussi, dans d'autres réglementations bancaires. Au Niger, les 6 opposants arrêtés en mai dernier ont été libérés. Parmi les 6 personnes libérées figure Soumana Sanda, ex-ministre de la Santé publique et président régional du parti Modène Lumana Africa, Abdrahmane Sédou, colonel à la retraite, et Oumarou Dogari, ancien maire central de Niamey. Tous ces opposants ont été accusés par le pouvoir de porter atteinte à la sûreté de l'État. Ils bénéficient d'une liberté provisoire. En Centrafrique, 2 violents affrontements opposent depuis ce lundi 25 août dans l'après-midi 2 fractions de la Séléka dans la ville de Bambari. Une altercation entre des membres des groupes armés pour le contrôle des barrières au sortir de la ville serait à l'origine de ces combats meurtriers. Au moins 17 personnes, tous des ex-combattants Séléka, auraient perdu la vie. Aminata Jack. Bambari, dans le centre de la Centrafrique, a été le théâtre d'affrontements ce lundi entre 2 factions rivales de l'ex-rébellion Séléka. Selon un officier de la MISCA, témoin des violences, les combats ont opposé le groupe du général Joseph Zundeko, chef d'état-major de l'ex-coalition Séléka, et celui du général Ali Diarras. Un bilan provisoire fait état d'une vingtaine de morts dans les 2 camps. Ces 2 factions se battent globalement parce qu'elles ne sont pas d'accord sur l'accord de Brazzaville. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est lié au contrôle, bien entendu, du territoire au nord, mais aussi un certain nombre de mines de diamants. C'est une situation difficile dans la mesure où Djotodia, qui avait été élu président de Séléka, n'arrive pas à contenir ni à maintenir ses troupes. Certains spécialistes estiment que ces violences risquent de ralentir à nouveau la poursuite des négociations entre le gouvernement et les groupes armés. Cette bataille qui oppose les 2 factions risque de fragiliser la paix en République centrafricaine et risque de retarder le dialogue national inclusif qui va se mettre après le gouvernement de transition qui compte à peu près une trentaine de ministres. Il semble que le gouvernement risque de connaître quelques difficultés dans la mesure où à la table de négociation, on ne sait pas de Séléka on connaît un certain nombre de représentants, mais vous savez, les tendances dissuivantes. La situation sécuritaire en Centrafrique reste fragile. Depuis sa signature, l'accord de Brazzaville a été violé à plusieurs reprises sur le terrain, une situation qui empêche le bon déroulement du processus de paix.
Près de 3 ans après la chute du Muammar Kadhafi, l'ancien colonel, l'espoir d'une transition démocratique en Libye s'est évanoui. Le pays est au bord de l'implosion. Après Benghazi, deuxième ville du pays, berceau de la révolution, c'est au tour de la capitale, Tripoli, de sombrer dans la guerre des clans. Les milices islamistes multiplient les attaques contre le pouvoir central dont elles contestent la légitimité. Ibra Radunjay. La Libye a besoin d'aide étrangère pour vaincre les milices islamistes. C'est l'analyse de Khalid Salim, un chercheur égyptien. Selon lui, la violence en Libye trouve son origine dans la multiplication des milices rivales. La milice en Libye est soutenue et financée par des forces politiques locales et étrangères. Elles refusent de désarmer et veulent tous une part du pouvoir et de la richesse dans le pays. Cela a entraîné le pays dans la tourmente. Ces combats sont le résultat de la crise politique entre les islamistes et le Parlement sortant qu'ils contrôlaient. Aux affrontements fratricides s'ajoutent ceux entre milices pour le contrôle de l'aéroport international de Tripoli. Lundi 25 août, à l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, Mohamed Abdelaziz, le ministre des Affaires étrangères libyen, a lancé un appel pour la protection internationale des principales institutions de l'État, notamment les champs pétroliers et les aéroports. Il est pratiquement impossible pour Abdelrazak Naduri de remporter le combat contre le terrorisme parce que la taille des milices armées, leurs ressources financières et la force militaire ne sont pas égales. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Sinon de collaborer avec certains chefs de milices en mettant la pression sur Al-Qaïda et sur d'autres extrémistes, mais c'est extrêmement difficile. Sur le plan politique, le Congrès général national, dont le mandat a pris fin, a nommé au poste de Premier ministre Omar Al-Assi une figure soutenue par les islamistes. Ce dernier devrait former un gouvernement de salut national. Les vendeurs de khat en Somalie se réjouissent du profit obtenu depuis l'interdiction du stimulant au Royaume-Uni. Les prix ont chuté d'environ 4 à 25 $. Le khat, une plante très appréciée dans la région, est cultivée et vendue légalement dans une grande partie de l'Afrique de l'Est où la mastication de la plante est une coutume qui remonte à des milliers d'années. Florence Sampouré. Ici, dans la capitale somalienne Mogadiscio, mâcher du khat est une tradition ancestrale. Tous les jours, des dizaines de camions arrivent dans les marchés locaux de la ville et déchargent des sacs de feuilles de khat qui galvanisent les foules. Depuis peu, le prix du khat a baissé. Le kilo est passé de 30 $ à 18 $. Une nouvelle qui réjouit les Somaliens. Le khat est maintenant abordable et c'est mieux pour nous. Avant, je gagnais une dizaine de dollars et parfois moins. Il m'est arrivé plusieurs fois de ne rien vendre. Maintenant, je réussis à les écouler avant la nuit. Actuellement, mon bénéfice quotidien est de 20 $, voire plus. Auparavant classée drogue illicite, les autorités craignaient la naissance d'un marché clandestin et lucratif grâce au khat. Mais la baisse du prix de la plante est accueillie positivement par les consommateurs somaliens. Je suis un apprenti maçon. Je gagne environ 10 $ par jour. Je mâchais le khat une fois par semaine car il coûtait environ 6 $. Mais aujourd'hui, il coûte seulement 1 $. Maintenant, j'en mâche quotidiennement. Je peux même en acheter pour mes amis. Mais alors que les défenseurs du khat en font la promotion, les détracteurs de la plante en dénoncent les dérives, responsables, selon eux, de la situation économique et politique du pays depuis 20 ans. La baisse du prix du khat va augmenter le coût de la vie. En plus maintenant, de plus en plus de mères et de filles mâchent du khat. Avant, il était rare de voir les femmes acheter du khat au marché ou mâcher du khat avec des hommes. Le gouvernement somalien a annoncé la publication de nouvelles données de santé après la baisse du prix du khat. Le taux de consommation devrait atteindre un pic dans les prochains mois. Au Cameroun, Raymond Kamle vient de rééditer son exploit de 2013. Le marcheur camerounais vient de parcourir en 7 jours les 309 km qui séparent Bafoussam dans la région de l'Ouest de Yaoundé, la capitale politique camerounaise. Objectif poursuivi par cet officier à la retraite, inciter les Africains du 3e âge à pratiquer une activité sportive. Un reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Une marche solitaire de 309 km pour inciter les Africains du 3e âge à pratiquer le sport. C'est l'exploit que vient de réaliser le Camerounais Raymond Kamle à l'âge de 60 ans. Parti de Bafoussam dans la région de l'ouest du Cameroun pour Yaoundé dans la région du centre, ce lieutenant à la retraite de l'armée de terre a couvert les 309 km en 7 jours, soit une moyenne de 45 km environ par jour. Pour ce chef de famille marié et père de 11 enfants, pratiquer une activité sportive dans la vieillesse entretient l'organisme. Des personnes de mon âge, du 3e âge, le message que je peux leur donner, c'est de faire le sport quotidiennement, pratiquer le sport quotidiennement. Je ne leur demande pas d'aller à Bafoussam et faire comme moi. Non, c'est un exemple que je donne.
ils peuvent faire quotidiennement 3 à 5 km. Ils trouveront toujours la santé. L'exploit de cet ancien gardien de but et adepte du 5000 mètres est diversement apprécié par ses concitoyens. Oui, c'est vraiment louable, c'est vraiment encourageant, c'est vraiment honorable parce que beaucoup de vieilles personnes, les personnes du troisième âge ont tendance à m'abandonner. Un vieux père comme ça, il continue, il sort à Bakousam, il marche jusqu'à arriver ici à Yaoundé là, vraiment, moi-même ça me dépasse. Je pense que c'est assez extraordinaire pour un monsieur de cet âge-là. Il peut le faire d'une autre manière. Peut-être il peut ouvrir une salle de sport et puis inviter les personnes du troisième âge à venir. C'est la deuxième fois en 2 ans que Raymond réussit ce challenge sur le même itinéraire. L'année prochaine, il sera à nouveau au rendez-vous pour un parcours encore à déterminer. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.